Je pense que tous les entrepreneurs du Québec, j'espère qu'ils le savent, mais on est dans une superbe province pour l'entrepreneurship. Je pense à la BDC, je pense à EDC, je pense, bon ça c'est canadien plutôt, là, mais on a pour moi sur l'île de Montréal, PME Montréal, on a des regroupements ou des organismes qui vraiment promouvoient l'entrepreneurship avec des subventions, mais aussi avec des prêts et qu'on peut justement vraiment nous aider à partir une entreprise. Alors bonjour et bienvenue à Meilleur humain et meilleur monde, rencontre avec des entrepreneurs visionnaires du Québec. Notre invité aujourd'hui, Annie Rouleau de la compagnie The Unscented Company. Toujours avec moi, comme à l'habitude, mon associé et mon co-animateur Normand Chadwick. Mon nom est Tristan Laliberté. Normand et moi sommes tous deux du cabinet de services financiers Diversico Finances Humaines et on donne des conseils financiers à des gens d'affaires comme Annie. Merci beaucoup Annie d'être venue sur notre plateau. Tu es une adepte quand même de balado, même si tu dis que tu n'en as pas fait si souvent. On a vu que tu es allé à Avoir su, on a vu quelque chose de la Caisse de dépôt et placement du Québec, un autre balado qui s'appelle Fever Talk. Bref, c'est pas ton premier barbecue, comme on pourrait dire. Fait qu'on est quand même gâtés que tu aies trouvé le temps là, de venir au nôtre, qui sera bien sûr vraiment fantastique, comme les autres, je l'espère, l'ont été aussi. Merci de m'accueillir. Je suis vraiment contente d'être ici. Écoute, tous les honneurs sont pour nous. Annie, on va mettre la POC sur la glace, comme on dirait en bon québécois. Ton histoire qu'on raconte sur les réseaux sociaux et sur différentes pages de l'Internet, c'est que ça commence autour de l'âge de 33 ans. Ton histoire d'affaires, en tout cas, où est-ce que tu t'en vas en voyage pour 18 mois, tu sacs tout ça là, comme on dirait. Et puis, durant ton voyage, je ne sais pas qu'est-ce que tu as vu, mais il y a quelque chose qui t'a frappé en cours de route durant ce voyage-là. Et ça t'a donné envie de te partir en affaires, chose que tu as fait à peu près 9 ans plus tard. Qu'est-ce que tu as vu dans ce voyage-là qui t'a autant frappé puis qui a été un peu les premiers petites étincelles, les premiers papillons de la femme d'affaires que tu es aujourd'hui? Bon, c'est sûr que ce voyage-là que j'ai fait, 18 mois sur la route. Donc, je suis vraiment partie assez longtemps. J'avais envie de découvrir le monde. Ça faisait partie de mes objectifs de vie, puis j'ai eu l'opportunité de le faire. Alors, j'ai quitté. Je suis partie toute seule et j'ai fait le tour des parlements où je me suis assise et écouté les enjeux économiques, sociaux, que ça soit de l'Afrique du Sud en passant par l'Australie, en passant par le Chili, l'Argentine, donc un peu partout. Et il y avait un dénominateur commun. Il y avait un dénominateur commun, c'était l'environnement. C'est ce que j'ai trouvé dans chacun des pays que j'ai visités. Et puis, je m'installais là dans les pays. Je restais 1 mois et j'ai été témoin du Great Barrier Reef en Australie, donc la grande barrière de corail, qui avait des kilomètres qui étaient déjà blanchis, qui étaient morts, avec très peu de vie. Et j'ai vu des gens au Chili voler de l'eau pour aller arroser en Argentine. Donc, déjà, je savais que mon prochain projet d'affaires aurait l'environnement au cœur de son modèle d'affaires. Donc, c'était vraiment ça. Puis, Dieu sait, je suis restée sur la route 18 mois. J'ai fait à peu près 18 pays. Et dans chacun de ces pays-là, Tristan, c'est ce que j'ai réalisé. Si on fait un rewind un peu plus tôt dans ta vie, donc tu es quand même un parcours qui mène aux affaires, ou un parcours relativement typique. Bon, tu as fait Collège Jean-de-Brébeuf, ensuite tu es allé à l'Université d'Ottawa en commerce finalement. Absolument. Et qu'est-ce qui se passe entre, juste pour nous donner un petit peu le parcours là, avant que tu te lances en affaires, qu'est-ce qui se passe entre la graduation au bac et puis The Unscented Company? Et là là. Déjà qu'aujourd'hui, j'ai 54 ans, donc ça en est passé bien des choses, mais faut dire que je viens d'une famille, moi, qui est entrepreneur. Donc, mon père et ma mère ont toutes les deux des entreprises. À un moment donné, mon père, son entreprise prend de l'envol et donc ma mère se joint à lui. Et dès la fin de mon université, j'ai eu l'opportunité de joindre mon père dans l'entreprise familiale.
Et son entreprise est installée ici à Châteauguay et on manufacturait des produits. Puis là, il faut bien écouter, pour construire des réseaux de distribution ou de transport d'énergie. Donc, à partir de la baie James jusqu'à la résidence privée, toute la quincaillerie de ligne, là, les pylônes, les poteaux de bois, tout cet équipement-là qui nous donne nos réseaux électriques aujourd'hui. Donc, principal client, Hydro-Québec ici au Québec. Donc, j'ai grandi dans une entreprise familiale. J'ai joint mon père. J'ai décidé d'ouvrir le marché des États-Unis pour lui. Et je suis partie donc à Birmingham, en Alabama, à l'âge d'à peu près 24 ans. Je suis restée là jusqu'à l'âge de 30 ans, où j'ai bâti une usine d'assemblage et une usine de fonderie d'aluminium. Donc, et la chance que j'ai eue de mon père qui m'a permis de faire ça, qui m'a donné la confiance, qui m'a donné aussi quelque chose de bien important, un budget. Donc, l'argent sortait pas de mes poches, fait que déjà en partant, mais il a eu le courage de me laisser aller et de bâtir son penchant américain. Et là, ça m'a donné les outils pour l'avenir. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a notre compétiteur principal qui est arrivé et qui a fait une offre d'achat pour mon père, pour son usine au Canada, à Châteauguay, puis la mienne à Birmingham, en Alabama. Donc, on a vendu l'entreprise et je me suis joint à ce nouveau groupe-là comme présidente du Canada. Puis c'est une entreprise, là, Tristan, de, my God, je peux dire 800 millions. C'était immense comme entreprise. Et j'avoue que c'était pas vraiment un environnement où j'avais mes repères. Tu sais, on est une petite entreprise familiale, on vend un bon groupe américain. Donc, ça a duré 4 ans. Et au bout de 4 ans, c'est là que j'ai décidé de quitter pour aller faire mon tour du monde. J'ai eu l'idée et à l'âge de 44 ans, j'ai fondé The Unscented Company parce que non seulement j'avais eu l'expérience de l'entreprise familiale, mais j'avais quand même eu ces gens-là qui avaient fait l'acquisition de l'entreprise. Ils m'avaient donné des outils pour bien faire la gestion d'une entreprise. Donc, j'avais le côté entrepreneurial de mon père, le côté gestionnaire de McLean Power Systems, donc des gens qui nous avaient achetés. Puis, je venais de finir mon tour du monde. Et là, j'étais prête. J'avais vraiment l'impression que tous ces éléments-là et l'âge me donnaient les outils pour bâtir une entreprise avec une fondation plus solide. C'est ce que j'avais, c'est ce que je sentais, c'est comme ça que je me disais, bon ben, j'ai l'idée et je pense avoir le bon coffre à outils pour me partir en affaires à 44 ans. Intéressant. Fait que donc, tu avais la vision de la grande entreprise, la vision de la petite entreprise familiale aussi, évidemment des diplômes en arrière de ça qui vont tous dans le même cheminement. Maintenant, tu aurais pu choisir tellement d'autres industries et tu as choisi celle que j'aimerais que tu nous décrives par tes propres mots. Ben, c'est sûr que j'ai choisi de bâtir une entreprise qui distribue et fabrique des produits ménagers, corporels, qui sont naturels, biodégradables évidemment, exclusivement sans fragrance, mais aussi conçus pour réduire notre empreinte de plastique. Donc, vraiment, en 2 mots, je suis une entreprise de savon. Je fabrique du liquide à vaisselle en passant par le savon à main, la lessive, du shampoing. Mais comme je suis une entreprise de savon, on fait partie d'une industrie qui crée ou qui contribue à un des plus grands fléaux environnementaux, l'usage de la bouteille, la bouteille de plastique à usage unique. Donc, c'est pas juste votre bouteille d'eau, c'est la bouteille de shampoing, c'est la bouteille de liquide à vaisselle. Alors, je me disais, à 44 ans, j'avais envie de bâtir une entreprise où j'aurais un impact autant sur le contenu, donc des produits plus naturels, plus sains, des shampoings sans fragrance, des savons à main, des lotions plus naturelles, mais aussi avec une éco-conception de l'emballage qui permettrait de réduire notre empreinte de plastique. Donc, j'avais envie d'avoir 2 missions dans mon entreprise. Puis aujourd'hui, c'est ça ma mission. C'est de tout simplement de réduire tout ce qu'on génère comme empreinte et puis de simplifier notre style de vie. Donc, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est vraiment de simplifier mon style de vie
en réduisant mon impact. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, The Unscented Company distribue une gamme de produits pour la maison et pour le corps à travers le Canada, maintenant aux États-Unis, et mission accomplie, on a réduit largement notre empreinte de plastique. Parle-nous de chiffres un peu, les chiffres qui te passionnent en tout cas, puis que tu as envie de partager sur les réseaux. On parle d'une entreprise de quel genre de taille, quel genre d'impact que tu as? Tu parles du nombre de bouteilles potentiellement. Raconte-nous un peu là, au Canada, puis maintenant avec ta percée aux États-Unis. Parfait. C'est probablement le KPI. Je devrais peut-être pas dire ça. Je pense que c'est le Key Performance Indicator. Les facteurs de succès ou du moins. Tout le monde comprend KPI. Oui, merci beaucoup. On va le faire comme parfait. Ça. Donc, on laisse KPI. Alors, celui qui m'intéresse le plus finalement, c'est justement le nombre de bouteilles sauvées de l'environnement. Donc, l'année passée, en 2023, on a sauvé 1,5 million de bouteilles parce que les gens ont adopté mon concept de soit remplir leurs bouteilles à nouveau, soit d'utiliser une bouteille sans plastique, sans eau. Donc, pour moi, ce KPI-là, une fois par année, en janvier, je publie, je le partage avec tous mes clients et surtout, je leur donne à eux leur contribution pour qu'on voit que si on veut avoir un impact environnemental, c'est l'affaire de tous. C'est pas juste moi. C'est parce que je travaille avec Canadian Tire, c'est parce que je travaille avec Costco, c'est parce que je travaille avec Jean Coutu, avec Métro, avec IGA. Donc, c'est important que chacun de mes partenaires commerciaux sache aussi c'est quoi leur contribution directe. Puis aujourd'hui, on est une entreprise de 16 employés. Je vais closer cette année avec un chiffre d'affaires juste au-delà de 10 millions. Et on est distribué dans 8000 points de vente à travers le Canada et les États-Unis. Mais là, les États-Unis, c'est sûr que ça commence. Donc, je vous dirais à peu près 1000 points de vente, 1200 points de vente aux États-Unis. Donc, dans les 2 dernières années, ça commence à vraiment prendre l'ampleur au sud de la frontière. Mais sinon, Canada, avec 7000 points de vente, là, on commence à avoir un impact et on est disponible aussi à travers plusieurs types de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Des distribution channels, donc la distribution, que ça soit en pharmacie, en épicerie, en boutique spécialisée, en quincaillerie, hardware ou chez Canadian Tire. Donc, on a différentes canaux de distribution. C'est ce que je cherchais. Je m'excuse. Alors, donc c'est ça que ça donne comme entreprise aujourd'hui. Annie, excuse-moi, Tristan. Vas-y. Est-ce que, premièrement, d'aller aux États-Unis ou même d'aller hors Canada, hors Québec, c'est déjà un exploit en soi, là. Est-ce que tu dirais que ton expérience dans ta première vie d'entrepreneur en Alabama t'a permis soit d'établir des contacts ou de savoir un peu plus comment le marché américain fonctionnait? Comment t'en es arrivé à t'établir là aux États-Unis puis de te déployer hors Canada comme ça, là? C'est sûr que l'expérience d'avoir vécu 6 ans en Alabama, j'ai des points de repère aux États-Unis. Je suis capable de parler certaines comment je pourrais dire, le langage américain. Parce que oui, on parle tous anglais, mais il y a des subtilités. De connaître le NASCAR, de connaître le college football, de connaître le pro football, puis qui fait quoi, puis les Old Miss, puis Crimson Tides, puis il y a des trucs que I can relate quand je leur parle, que je comprends aussi leur approche commerciale, que j'adore. Les Américains, on peut dire ce qu'on veut, mais au niveau business, c'est des gens qui savent faire de la business, c'est des gens que j'adore transiger avec eux. Le potentiel de faire des affaires est là. C'est des gens qui prennent du temps, peut-être, à déployer des nouveaux concepts, un peu comme le mien. Mais quand ça part, ça part. Donc oui, je ne pense pas que j'avais un réseau de contacts, mais je savais très bien parce on est dans 2 industries complètement différentes. Donc là, je suis dans le CPG. Quand j'étais aux États-Unis, j'étais beaucoup plus dans le B2B business. Mais clairement, j'ai plus de facilité à naviguer dans un marché dans lequel j'ai vécu pendant 6 ans. Fait que oui,
Ça l'aide toujours. Est-ce que ça m'aurait empêché autrement? Absolument pas. Je pense que malgré que je connais les États-Unis, c'est quand même un monstre. C'est quand même un marché qui est extrêmement dispendieux, extrêmement dangereux. Et je sais, Normand, qu'on va en jaser un peu plus tard peut-être si tu avais une question, mais il faut quand même faire attention, il faut être prêt. Il faut être prudent dans ce marché-là, surtout parce que premièrement, quand les commandes y rentrent, c'est pas des commandes qui sont très petites. Ça peut être extrêmement un gros défi de subvenir à leurs demandes dans leur commande d'achat. En fait, on va l'aborder tout de suite parce que oui, il y a eu une mise en demeure Oui. dans le cadre de ta pratique avec le marché américain. Absolument. Est-ce que tu peux nous en parler un peu pour savoir justement les pièges à éviter ou comment se protéger ou comment c'est arrivé puis qu'est-ce que tu as appris de ça? Là? Absolument. Je pense que nous, les Canadiens, Québécois, on n'est pas du tout mindés. C'est pas notre mindset que de se retrouver entre les mains d'un avocat pour défendre son entreprise. On m'avait déjà avisé que les Américains, c'était toujours dangereux de recevoir des mises en demeure ou éventuellement des poursuites ou éventuellement d'aller devant un juge. Mais tu penses jamais que ça va t'arriver. Et là, en novembre dernier, donc le 27 novembre pour être très précis, je reçois un huissier au bureau avec une mise en demeure de 37 pages. Et j'ai réalisé rapidement que c'est une façon de travailler aux États-Unis. Il y a des bureaux d'avocats qui se spécialisent là-dedans. Donc, j'ai dû faire face à ça. Donc, puis la mise en demeure, elle est très simple. Elle est sur 3 mots qui se retrouvent sur mon étiquette et sur mon site web. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui puis qui veulent en apprendre un peu plus, premièrement, vous pouvez me contacter puis on va en jaser. Mais ce que j'ai eu à défendre, ça a été le mot earth friendly, donc le mot écologique, le mot environmentally responsible, donc responsable environnemental. Éco-responsable. Éco-responsable. Merci beaucoup, Tristan. C'est exactement le bon terme en français. Et le mot biodégradable. Alors, on me reprochait que d'utiliser ces termes-là quand j'ai une bouteille en plastique, elle n'est pas biodégradable et elle n'est pas éco-responsable parce qu'elle est faite de plastique. Donc, j'ai appris à la dure qu'il faut vraiment distinguer le contenu du contenant. Et donc, on a réglé hors cours, évidemment. Ça m'a coûté extrêmement cher de régler, mais je pense qu'il était beaucoup mieux que je règle que d'étirer ça en cours. Ça me tentait pas, mais pas du tout d'aller en cours avec ça. Donc, ça m'a sorti un 80 000 $ canadiens en frais de règlement et d'avocat. Donc, j'ai enlevé ces termes-là. Donc, quand ce que j'ai réalisé avec le marché américain, et puis même par respect pour le marché canadien aussi, parce qu'il faut le prendre aussi comme expérience, quand on n'est pas capable de prouver un mot par un rapport d'essai ou par une certification ou un claim bien documenté, alors il faut pas utiliser ces mots-là. Il faut tout simplement pas. Je pense qu'on doit bien documenter chacun des revendications qu'on fait sur nos réseaux sociaux, sur notre site web et sur l'étiquetage. Alors, c'est ça que j'en suis sortie, pas du tout meurtrie, j'en suis sortie plus grande, avec plus d'expérience et surtout beaucoup plus solide pour attaquer le marché américain. Parce que c'est pas si je vais recevoir une autre mise en demeure, c'est quand je vais recevoir ma prochaine. Parce qu'on sait que ça va arriver. Donc, une expérience de recevoir un huissier avec 37 pages de mots pas très gentils à l'intérieur. On se sent comment? On se sent anxieuse? On se sent c'est quoi l'expérience là, quand tu reçois ça? En tout cas, merci pour ChatGPT. C'est la première chose que j'ai faite. Je l'ai mis dans le chat et je lui ai dit, pouvez-vous m'expliquer et donnez-moi 12 questions que je dois poser à mon avocat.
Alors, c'est ça que j'ai fait dans l'heure qui a suivi. J'ai vraiment utilisé l'intelligence artificielle pour m'éduquer, pour essayer de comprendre ce qui se passait. On dort pas pendant 3 jours, puis après ça, on commence à parler à d'autres entrepreneurs qui sont allés aux États-Unis pour réaliser qu'on a tous vécu la même chose, mais qui aussi... Je me suis réveillée en me disant, c'est super, on a un gouvernement canadien, au fédéral et au provincial, absolument extraordinaire dans le soutien pour nous aider à exporter. Mais nulle part on nous avertit, avise ou informe de ces potentiels-là. Alors, je me suis donné la mission. Là, je leur ai dit là, à toute cette gang-là, s'il y a un podcast ou s'il y a une formation, il faut en parler parce que je pense qu'il faut développer notre écosystème ici pour justement supporter les entreprises quand ça leur arrive. Donc, c'est le même qu'on se sent. J'ai réglé au bout de 4 mois, donc ça s'est pas du tout éternisé parce que j'ai décidé de faire mes devoirs et de m'éduquer. J'ai envie de faire un parallèle, Normand. Juste, on va rester dans le même sujet, fait que je ne devrais pas trop te voler rien. Puis j'ai hâte qu'on retourne aussi à tous les beaux succès que tu étais en train de faire, parce que bon, être en affaires, c'est ça, hein, c'est de rouler, puis ça roule bien, comme en vélo de montagne. Puis à un moment donné, il y a un arbre dans le milieu du chemin, puis bang, tu le manges dans le front. C'est un ami qui m'a conté ça, tout ça, ça m'est pas arrivé. Dans ton cas, c'est un document de 37 pages qui t'est arrivé dans le front. Ça a coûté des sous, ça a coûté du temps, ça a coûté des nuits de sommeil. Oui. Et quoi d'autre ça l'a coûté? Puis en même temps, qu'est-ce que ça te donne pour aller encore plus loin? Tu sais, comment tu te réajustes? Tu nous as déjà parlé un peu, mais tu nous en parles encore plus longuement. Écoute, je pense que c'est la vie de l'entrepreneur, c'est ça. Si on n'est pas capable d'accepter ce genre de situation qui était dans notre angle mort, je pense que c'est ça la force de l'entrepreneurship, c'est qu'on est capable de les prendre, ces événements-là, et de les virer en une situation positive. Bon, le côté positif de ça, c'est parce que j'ai revisité chacune de mes étiquettes. Je suis allée voir un avocat au Vermont. J'ai refait valider l'ensemble de mon étiquetage. La réglementation, maintenant, je la connais aux États-Unis. On devient beaucoup plus fort, on devient moins vulnérable, et puis c'est parfait, ça nous arrive qu'on n'est pas tellement grand ou que, tu sais, qu'on n'a pas encore déployé. Ça fait que thank God, c'est arrivé tout de suite au début de mon lancement, puis que j'ai appris là-dedans, Tristan. Donc, je veux dire, je pense comme entrepreneur, il faut le voir comme de l'apprentissage. C'est tout. Puis c'est ce que j'ai fait, puis je suis déjà passée à autre chose. Je présume que 5 ans plus tard, au lieu d'être 80 000, ça aurait été 800 000 ou on ne sait pas combien là, quand tu es rendu dans tellement de... Absolument, sans aucun doute. Parce les négociations sont parties avec des montants beaucoup plus élevés que ça, et ça s'est vraiment terminé vraiment correctement pour tout le monde, où j'étais confortable. Normand? Le marché américain, est-ce que pour toi, on veut avoir de l'impact, donc c'est sûr, si on regarde la démographie au Canada, on regarde la démographie aux États-Unis, c'est x10 ou x15 le Canada. Donc, c'est la porte pour ouvrir cet impact-là que tu veux étendre sur la planète. C'est la porte d'entrée pour la suite. Comment tu vois justement le développement du marché américain par rapport à la vision d'Unscented dans 3 ans, 5 ans, 10 ans? Qu'est-ce que tu vois là dans l'avenir? Si je suis capable d'enlever 1,5 million de bouteilles de l'environnement du Canada, je peux juste imaginer ce que je suis capable de faire aux États-Unis. Puis ce que je trouve encore de plus merveilleux, c'est que une entreprise comme la nôtre, où on a de l'innovation, pas juste sur la formule, mais sur l'emballage, et qu'on fait de l'écoception et qu'on réduit la bouteille de plastique à usage unique, ben moi, j'ai des gens dans mon industrie qui copient nos concepts. Et donc, on est en train de changer les standards de l'industrie. Dans une industrie entre vous et moi qui est un peu dormante, ça fait longtemps qu'ils sont là, qui sont pas beaucoup challengés, puis dès qu'ils sont challengés, ils les achètent. Donc,
je pense qu'il y a de la place pour évoluer, puis c'est ce que je suis en train de faire. Puis je pense que les États-Unis, un peu ce que je suis en train de faire au Canada, je vais le répliquer aux États-Unis. Puis évidemment, là, quand je parle des États-Unis, il faut faire attention. Les États-Unis, c'est pas un pays, c'est 50 pays. Et à l'intérieur de New York, c'est pas un pays. Il y a à peu près aussi 50 pays. Donc, on essaye de parler des États-Unis, mais on parle de villes. Et donc, présentement, je suis dans la ville de New York, je suis à Boston, je suis à Philadelphie. J'ai vraiment ségrégué, je sais pas, ou vraiment, je me suis concentrée sur des villes parce que c'est beaucoup trop gros. Je veux dire, New York, c'est déjà 2-3 fois le Québec, donc non, peut-être pas là 3, mais en tout cas, du moins, c'est déjà assez grand pour bien s'installer. Donc, j'essaie de faire extrêmement attention pour rester focus dans mon développement américain, mais je pense qu'on va pouvoir avoir un impact. Et tu sais, je suis une petite business avec une gamme de produits qui est exclusivement sans fragrance. Donc, il n'y a pas personne qui fait ça au Canada ou aux États-Unis. Puis, j'ai l'enregistrement de la marque de commerce des Unscented Company au Canada et aux États-Unis. Donc, moi, je l'ai fait pour 2 raisons. C'était pas juste une marque de commerce, mais c'est mon positionnement d'entreprise. Il y a jamais un conseil aviseur ou un conseil ou d'un board of directors, conseil d'administration. Merci beaucoup, qui va ajouter de la lavande dans mes produits. C'est pas possible. Ça s'appelle des Unscented Company. Et donc, le fait d'avoir ça, c'est que j'ai pas personne qui fait la même chose que moi. Donc, j'espère d'avoir un impact à ce niveau-là. Puis j'espère que l'industrie me copie pour qu'on change justement nos façons de faire. Annie, j'ai écouté quelque chose que vous avez publié, une espèce de vidéo corporative. Puis justement, tu mentionnes là-dedans à quel point notre notion de propreté part de « ça sent bon ». Fait que tous les produits de nettoyants, que ce soit pour corporel, comme tu disais tantôt, ou pour la maison, ben ça sent bon. Ça sent propre. Absolument. Sentir propre veut dire sentir bon. Oui. Est-ce que vous avez eu beaucoup de challenges à faire pour changer cette perspective-là? Et est-ce que c'est en train de fonctionner? Que finalement, sentir rien, ça devrait être ça, sentir bon finalement? Écoute, c'est sûr que ça a été les plus gros défis. Au début, je suis passée par énormément d'éducation. Parce qu'effectivement, j'arrivais avec une gamme de produits naturels, sans fragrance et rechargeables. Donc, est-ce que vous voulez acheter des produits naturels, écologiques, biodégradables? Ben voyons donc, ça marche pas et ça coûte trop cher. Après ça, je lui arrivais et c'est sans fragrance. Ben voyons donc, si ça ne sent pas le citron ou la lavande, c'est pas propre. Donc, j'ai 50 ans de brainwashing de mes compétiteurs qui disent que si notre lessive sent pas l'hibiscus, c'est pas propre. Et à la fin, je lui disais, écoutez, si vous avez envie, ramenez-moi votre bouteille, je vais la remplir à nouveau. On va sauver une bouteille de plastique. Tristan, 3 strikes, j'étais pas capable de vendre le produit. En 2000, là, je vais dire quelque chose, je suis pas certaine, c'est 2017 ou 2018, mais ou 2019 peut-être début. Greta, elle a marché dans les rues de Montréal avec plus d'1 million d'adeptes qui l'ont suivi. Et ça a été, je pense, le moment tournant pour les Québécois de une prise de conscience. Il y a eu vraiment où là, le téléphone s'est mis à sonner. Il y a quelque chose dans l'imaginaire du public qui a changé. Après ça, suite à ça, Starbucks a commencé à mettre des photos sur Internet avec la tortue, puis la paille dans les narines, puis les îles de plastique. Donc, j'ai pas eu à faire autant d'éducation. L'éducation est venue par les grandes entreprises qui publiaient sur le plastique. De là, les changements climatiques arrivent aussi. Et qu'on s'en vient de plus en plus soucieux de notre environnement. Et pour la partie de la fragrance, de plus en plus, les gens
il y a une niche de population qui ont plus envie d'avoir de fragrance, qui vont porter du parfum le vendredi, là, on parle pas de ça, mais que d'avoir des fragrances synthétiques, autant dans le shampoing, ta crème de corps, ta crème de visage, ton tout usage, ton nettoyant à toilette, à un moment donné, ça devient trop. Et mon persona peut être une famille qui ont envie d'avoir des produits écologiques, point à la ligne, parce qu'ils sont écologiques. J'ai des familles avec des enfants asthmatiques, allergiques, eczéma. J'ai des hommes qui vivent seuls dans les appartements, qui n'ont pas envie que ça sente les chutes du Niagara. J'ai les chasseurs, les pêcheurs qui n'ont pas envie d'attirer les bébites ou d'éloigner leur chasse. J'ai des gens autant avec des tatous qui ont besoin de nettoyer leur corps avec des produits sans fragrance. Et j'ai aussi toutes les gens qui ont vécu de la radiothérapie ou de la chimiothérapie, qui ont une sensibilité au niveau de la peau, qui veulent avoir des produits sans fragrance. Toutes les jeunes mamans avec les enfants. Fait que finalement, là, moi, je n'ai assez. Pas besoin de plus. Fait que c'est là-dessus que je me concentre. Puis le reste, si vous voulez avoir de la lavande, je vais vous donner les noms de ma chum Nathalie à Maison Lavande ou mon autre chum à Bleu Lavande. Il y en a pas de problème. Il y a des produits pour tout le monde. Puis en bout de ligne, là, le soleil brille pour tout le monde. Fait que puis moi, je suis intolérante aux fragrances. J'ai pas envie de vivre avec des fragrances synthétiques autour de moi. Mais ça m'empêche pas d'avoir des fleurs séchées puis de faire des biscuits au chocolate chip si je veux que la maison sente quelque chose. Donc, c'est de même que je l'approche. Fait que oui, ça a beaucoup changé. Le segment du produit sans fragrance est en croissance. Oui, puis il veut pas, tu l'as vraiment habité en nommant la compagnie, tu sais, sans odeur, finalement. Là. Fait que c'est intéressant quand même. C'est vraiment un statement, comme on dirait en bon québécois. Ouais. Normand? Ben, en fait, j'allais dire... tu es en train presque d'inventer une nouvelle vague, là. Donc, tu as parlé très rapidement, tantôt tu as mentionné l'innovation. C'est quoi la place que prend l'innovation chez vous? Puis, ça vous donne droit à aller chercher des certifications. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Annie? Bien, je crois que le cœur du développement économique de la province, puis là, je le pars de là, reste l'innovation. Donc, moi, j'ai toujours grandi dans une entreprise avec mon père et ma mère où l'innovation était au cœur de notre entreprise. Bon, ça n'a pas toujours été le cas chez nous parce que je suis toujours 100% actionnaire de l'entreprise. À un moment donné, il y a toujours une question de cash. Hein? Je veux dire, on n'a pas le choix, on est des entrepreneurs. Donc, on parle de cash flow 3 fois par semaine. Donc, je ne fais peut-être pas autant d'innovation que je voudrais, mais j'en fais quand même beaucoup. Et là, présentement, on est vraiment dans une phase où on développe des produits sans plastique et sans eau. Donc, on essaie d'avoir des shampoings solides, des conditionneurs solides, des pastilles lave-vaisselle, des pastilles lessive, des pastilles pour ta toilette. Tout ça sans justement avoir une bouteille de plastique avec 90% d'eau ou 95% d'eau. Je trouve que ça n'a plus sa place sur nos tablettes. Donc, d'avoir cette innovation-là en pastilles. Et je pense qu'il faut commencer à réfléchir. Je pense qu'il y a... Pas je pense, excusez-moi. Là, je retire mes paroles. Il y a 20 ans, on parlait beaucoup de carbon footprint. Donc, l'empreinte de carbone. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'empreinte de plastique. Mais dans 15 ans, dans 10 ans d'ici, je sais que 10 ans, c'est demain matin, mais on va parler de ce qui est toute l'empreinte de l'eau. Donc, l'eau va être une rareté, ça va être une ressource où on va devoir adresser. Donc, il faut commencer à développer, à faire de l'innovation autour de produits. Pas juste des produits pour moi sans eau, mais des produits que vous, Normand, que Tristan, vous allez utiliser à la maison et qui ne nécessitera pas d'eau. Donc, il faut commencer à réfléchir là-dessus. Et puis, à un moment donné, j'en parlais avec Julie Payette et elle me disait, écoutez, sur la station spatiale, Annie, on fait notre lessive sans avoir d'eau. Bon, j'ai dit, c'est exactement où est-ce que je m'en vais.
Donc, à un moment donné, il va y avoir des produits. J'espère que ça va être des Unscented Company avec la NASA, mais du moins, on n'est pas encore rendu là. Mais j'ai trouvé qu'effectivement, il va falloir travailler là-dessus. Donc, c'est ça de l'innovation pour moi. Est-ce que je suis toute capable de faire ça? Non, pas encore, parce que j'ai peut-être pas nécessairement les moyens de le faire, mais c'est tout dans ma tête, puis je sais exactement quoi faire. Écoute, Intéressant, Annie. Oui, c'est dur à imaginer au Québec parce qu'on a tellement d'eau. Absolument. C'est dur à imaginer qu'on pourrait être en pénurie d'eau, mais t'as tellement raison. Il y a beaucoup de place sur la planète. C'est ça. On n'ira pas tellement loin qu'il va en avoir. Puis vous savez, Calgary, ils ont eu des gros enjeux d'eau et de contamination dans la ville. On n'est pas à l'abri de ça non plus. Absolument. Donc, je comprends que les lacs, on est entouré de lacs, mais justement, il faut vraiment bien les protéger, cette ressource-là. Puis on peut faire les choses autrement. Oui. C'est étrange. Tu es la deuxième personne tout récemment qui nous parle de l'espace et de la NASA. On a eu sur notre podcast un médecin urgentologue qui a collaboré avec la NASA pour fabriquer une application pour, lorsqu'on va envoyer des astronautes sur Mars, puis qu'il y a évidemment toujours des applications de ce qu'on peut imaginer dans l'espace, qu'on peut ramener sur Terre finalement. Fascinant. Fait qu'on pourra vous mettre en contact si tu veux. Tu iras écouter l'entrevue de Frédéric Lemaire qui est vraiment je vais aller écouter ça très inspirante. Annie, quand on regarde votre site web, on voit beaucoup de sportifs sur votre site web, notamment entre autres, je sais pas pourquoi je dois avoir une fascination par rapport à ça, mais j'ai vu plein de vélos. Qu'est-ce que c'est le lien avec ton entreprise puis les sportifs? Vous avez même des porte-paroles en vélo, un deuxième en vélo, un autre qui est tripeux de surf, des trucs genre. C'est quoi le lien que vous faites avec tout ça? Je pense que déjà la marque de commerce des Unscented, elle est basée sur la nature. Donc, il y a deux grands enjeux dans la nature. Pour moi, The Unscented Company, ça vient de la beauté de la nature et du respect de la nature. Donc, j'ai comme l'impression que les gens qui travaillent chez moi ont déjà adhéré à ces valeurs-là de la nature. Et j'ai comme l'impression probablement que la rétention de talent ou l'attraction de talent, ça doit transpercer. Donc, oui, j'ai une équipe marketing qui sont élites en vélo. Qui pratiquent le vélo, qui ont fait le défi Pierre Lavoie, mais qui font aussi des courses à très haut niveau. Donc, j'ai trois grands cyclistes dans le bureau. On a une nouvelle qui vient de se joindre à nous, qui est au niveau du yoga. J'ai quelqu'un dans le... Donc, on dirait que ça a donné comme ça. L'équipe, ce qui joint à nous, je pense, réalise qu'ils veulent travailler pour une entreprise qui a des valeurs environnementales et sociétales qui sont extrêmement importantes. On est une entreprise certifiée B Corp, donc Benefit Corporation. Donc, je pense que ça vient de là. J'attire ce genre de talent-là. Puis, je suis bien contente parce que c'est vraiment à la genèse la marque de commerce. Tu peux nous parler un peu plus? Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du B Corp, puis comment absolument. on arrive à obtenir ça, Annie? Écoutez, B Corp, c'est une certification américaine qui est donnée par B Lab et c'est The Benefit Corporation. Donc, c'est vraiment un geste légal. On doit ouvrir ces statuts d'incorporation pour intégrer la notion du Benefit Corporation. Ça veut dire que oui, le profit est important, il y a personne qui dénie ça, mais pas au détriment de l'environnement et de la communauté. Donc, c'est vraiment ce que vous appelez le triple bottom line. Planet, people, profit. Donc, toutes les décisions, que ça soit au niveau des achats, au niveau de la communication, au niveau de la gestion du produit, de l'éco-conception, on doit se poser la question, l'impact sur l'environnement et l'impact sur la communauté. Donc, c'est important de mettre de l'innovation sur le marché, c'est important de faire de l'argent, c'est important de bâtir une entreprise, mais on doit le faire de pair avec notre communauté et avec l'environnement dans lequel on vit. Et pour moi, bâtir une entreprise solide avec des valeurs fortes, fait en sorte, comme je disais, on attire du talent, on retient notre talent, mais aussi on bâtit des entreprises plus durables dans le temps. Il y a plusieurs entreprises comme ça qui sont certifiées ici, parce qu'honnêtement,
C'est la première fois que j'entends parler de cette Oh certification. mon Dieu, c'est une superbe communauté. On grandit. Maintenant, à travers le monde, on est plus de 3000 entreprises B Corp. Au Québec, on est celui qui grandit le plus vite au niveau des certifications B Corp. Donc, il y a des superbes entreprises déjà certifiées. C'est un mouvement qui commence à prendre beaucoup d'ampleur aux États-Unis, où il y a des CEO, vous savez, comme les grandes entreprises qui sont B Corp, vous avez Danone, vous avez Nespresso. C'est pas des petites entreprises, là. C'est des entreprises qui doivent mettre dans leur plan d'affaires ou leur business case, des valeurs sociétales et environnementales. Donc, ça veut pas dire que parce que Danone fait des petits yogourts dans des contenants de plastique que c'est pas B Corp. C'est juste qu'ils vont choisir un lait provenant localement, probablement d'une culture biologique. Ils font des gestes qui s'assurent d'avoir de la pérennité dans le temps. Oui. Donc oui, vous en avez des belles entreprises. Là. Moi, j'ai juste à penser à Prana, qui est une entreprise, la gestion immobilière dans laquelle j'ai choisi de mettre mon bureau et mon entrepôt. C'est Covadis de Nathalie Volant. Elle est certifiée B Corp aussi en immobilier. Non, il y a des belles entreprises B Corp où on essaye de faire autrement, qu'on n'est plus obligé de parler des 4 ratios financiers uniquement dans notre journée. Annie, j'ai pas le choix de faire un parallèle. Tu as dit Planet, People, Profit. Tu regardes ce qui est écrit juste en arrière de moi, on peut pouvoir dire qu'on a des valeurs très, très, très similaires aux vôtres. On peut lire meilleur monde, meilleure finance, meilleur humain, meilleur monde. Bon. Puis après ça, c'est meilleur monde, meilleur humain, meilleure finance. Bon, c'est exactement ça rassemble un peu ce qu'on fait. J'en profite pour faire une petite pause pour dire, hey, les gens qui sont en train de nous écouter avec Annie Rouleau aujourd'hui, The Unscented Company, si vous aimez ce que vous entendez et que vous êtes pour Planet, People and Profit, on vous invite à laisser un petit pouce en l'air sur l'entretien d'aujourd'hui. Et pourquoi pas aller vous abonner à notre chaîne YouTube en même temps du nom Meilleur Humain, Meilleur Monde. On poursuit, Annie. Fait que donc, B Corp, c'est une de vos plus grandes fiertés, je présume, donc. Absolument. Je pense que d'être capable de continuer à bâtir l'entreprise, d'arriver avec notre déploiement canadien, américain, et d'être capable de garder ces valeurs fondamentales-là, pour moi, c'est vraiment un défi. Parce que tous les matins que je me réveille, Tristan, je suis confrontée à mes convictions. Il y aura toujours un meilleur prix au Bangladesh, en Chine, au Mexique, en Inde. Il y aura toujours meilleur prix pour faire plus d'argent et plus de profit. Mais on se doit de maintenir nos jobs au Québec et on se doit d'encourager mes fournisseurs à Belleuil, à Sainte-Julie, à Vaudreuil. On se doit de faire ça, que ça soit à Ville-Saint-Laurent. Donc, oui, c'est une de mes plus grandes fiertés. Puis bon, pour ceux qui nous écoutent puis qui connaissent BK, on aura réussi à passer le cap du 100 points sur 200. Donc, la note de passage, c'est 80 sur 200. Et je suis contente que ça soit 80 sur 200 parce que c'est extrêmement difficile d'avoir la certification. Donc, ils nous rendent ça encore plus difficile et surtout depuis la pandémie, il y a tout un aspect, quand on parle de communauté, on parle d'employés aussi, donc toute la santé mentale. On se doit en tant qu'entreprise de mettre des nouveaux programmes pour justement soutenir nos employés davantage. Et donc, quand on passe le cap du 100 sur 200, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont ça. Alors oui, je suis fière, Tristan, absolument. Ben bravo, c'est vraiment inspirant, c'est très aligné avec le genre de partage qu'on aime entendre sur notre balado. Lâche surtout pas tes convictions, c'est franchement inspirant, c'est certainement le moteur de tout ce que vous faites. Sûrement que c'est le moteur qui attire les gens chez vous aussi. J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que le client d'aujourd'hui, l'employé d'aujourd'hui recherche à voter avec leur argent, donc à investir ou à acheter dans des entreprises qui rejoignent leurs valeurs, des entreprises qui ont un impact positif, des entreprises qui font le bien et qui sentent qu'ils vont contribuer à un projet plus grand que juste de faire une transaction financière. Donc oui, aujourd'hui, on sent
qu'il y a ces clients-là et qui sont fiers d'acheter Unscented Company pour ça. Tu as 54 ans, c'est toi qui nous l'as dit tantôt. C'est pas un grand secret? Non, pas tout. Il te reste encore plein de belles années pour bâtir cette compagnie-là. Absolument. C'est quoi tes plus grands rêves? Bon, je pense de voir l'industrie changer avec de l'innovation justement qui va nous permettre de garder nos rivières et nos cours d'eau plus sains. J'ai 2 enfants, 15 ans et 17 ans, dans la fleur de l'âge où justement j'ai envie de léguer une entreprise qui aura contribué une petite partie, mais au moins qui va pouvoir laisser en héritage un empreinte positif. Et par la suite, quand ça sera un autre chapitre, puis je sais pas c'est quand parce que je suis vraiment pas rendue là encore, mais il y a tout le côté, je pense, de redonner, soit par l'éducation, soit par le mentorat, soit par l'enseignement. Donc, ça reste dans mes rêves. Et toi, justement, parlant de mentorat, enseignement, redonner, qui a fait partie de tes mentors ou de tes phares en cours de route? On le sait comment dur que c'est partir une compagnie puis l'amener là où tu l'as déjà amené, toi puis ton équipe, bien sûr, mais qui a été c'est toujours des un personnes clés? Ouais, c'est mes parents. Mes parents ont été des supports financiers. Je vais le dire, au début, c'est eux qui ont été le love money. Oui, le love money est arrivé par eux. En premier, ils ont cru dans mon projet. J'aimais beaucoup leur tête. C'était 2 entrepreneurs un petit peu différents. Justement, j'étais capable d'aller chercher. Bon, ils ont quitté ce monde en 2018, donc ça fait quand même relativement longtemps. Et depuis ce temps-là, je pense qu'on s'entoure de d'autres entrepreneurs. J'ai pas trouvé encore le mentor. Et je le cherche toujours, mais je pense justement, je le cherche trop. Je pense qu'à un moment donné, un mentor, ça arrive. Ça doit être une relation d'égal à égal. Je pense que je cherchais trop quelqu'un, là, cette espèce de personne qui était pour m'aider à monter plus rapidement. Puis je pense que là, j'ai mis une croix là-dessus. Je pense qu'à un moment donné, je vais tomber. Mais là, finalement, c'est des regroupements d'entrepreneurs qui m'allument. OK. Ouais. Et je suis intrigué aussi, tu sais, tu as quand même une relativement petite équipe. Tu nous as donné des grands chiffres un peu plus tôt, tu sais, 1,5 million de bouteilles sauvées, 7-8 000 points de vente, je me souviens plus combien, 10 millions de chiffre d'affaires, 16 personnes. Comment vous faites autant avec aussi peu de monde? Eh ben, écoutez, il faut le dire que mon modèle d'affaires, il est basé sur de la sous-traitance. Donc, vraiment, la production, je ne m'en occupe pas. Donc, vraiment, à l'interne, c'est tout ce qu'on appelle la logistique, la préparation des commandes. Donc, j'ai vraiment un département de 5 personnes juste pour l'expédition puis la gestion des différents endroits parce que j'ai quand même 4 entreposages, donc 4 endroits d'entreposage. Et bon, l'interne, on a un beau département de marketing, 3 personnes en marketing, 4 personnes en vente, recherche et développement, comptabilité, opération et moi. On couvre tout. Puis je pense que, je vous avoue, je pense que je vais être capable de monter ça de 5 millions de plus avec le même personnel. Wow, bravo. Mais t'as oublié de mentionner que vous avez un chien à l'interne. Ah, ben j'ai Patch, oui. Patch est toujours avec nous, évidemment. Mon chien national. Et il y a son nouveau produit, là, son shampoing pour chien en barre, qui s'appelle le Patch. Fait que oui. Bon. Patch vient travailler tous les jours au bureau. Ça doit être ton plus fidèle employé. Oh my God, oui. Est-ce que tes enfants, on a parlé tantôt que bon, tu es issu d'une famille d'entrepreneurs. Tu viens de mentionner même qu'à ce jour, ça leur a été tes 2 meilleurs coachs, tes 2 meilleurs mentors. Est-ce que tu as commencé à transmettre l'éducation entrepreneuriale à tes 2 enfants, 15 ans, 17 ans? Est-ce qu'ils ont déjà, eux, démontré cette petite c'est déjà fait, Tristan. Ils ont déjà parti toutes les 2 leur business. Ils sont déjà des entrepreneurs et ils vont être nettement meilleurs que moi. Les voir aller à 16 ans et Henri William, mon garçon, qui est un peu plus vieux, qui est le plus vieux, cette année m'a complètement jeté à terre par cette qualité d'entrepreneurship. Je veux dire, ça vient de moi. Mon mari aussi vient d'une
d'une famille entrepreneuriale et les 2 grands-parents étaient des entrepreneurs. Donc, Henri William et Anna Béatrice, c'est fait, c'est de l'entrepreneuriat dans le sang. Anna Béatrice, à l'âge de 9 ans, avait déjà 350 000 followers sur TikTok pour sa business. OK. C'est elle qui va t'en montrer tantôt. Oh mon Dieu, c'est elle qui les fait. C'est elle qui m'aide. Je veux dire, il y a rien qui me fait plus plaisir que d'aller voir mes enfants avec une question et qui me donnent la réponse et que j'implémente exactement ce qu'ils me disent de faire. Ça, là, comme maman, mettons, il n'y a pas grand-chose qui peut nous rendre plus fiers. Bien, j'espère qu'ils aimeront t'écouter dans l'entretien d'aujourd'hui parce que c'était également un de nos rêves que ce podcast-là soit quelque chose qui interpelle les jeunes à aller écouter des histoires inspirantes d'entrepreneurs du Québec, de tout acabit, de toute région, de familles entrepreneuriales ou d'autres qui sont pas pantoute là-dedans puis qui ont juste éclos avec une bonne idée ou un beau problème qu'ils avaient envie de solutionner. Fait qu'en tout cas, on salue tes enfants. Tiens. Merci. Je vais leur faire écouter, c'est sûr. Tu parlais que vous êtes issu d'une famille d'entrepreneurs, tu nous l'as bien décrit. Est-ce qu'il y a d'autres membres de ta famille qui sont aussi entrepreneurs? Ben, mon frère, Martin Rouleau, est un agent immobilier qui est arrivé numéro 1 au Québec. Donc, il y a l'entrepreneurship dans le sang. Il n'aurait pas travaillé pour quelqu'un d'autre. Je pense que c'est ce qu'on sait faire. On sait pas faire autre chose, fait qu'on est des entrepreneurs. Mais malgré tout, je me rappelle à l'université, à mon bal, j'avais reçu le prix, une petite limousine, puis il m'avait donné le prix Most Likely to Become Her Own CEO. Donc, je pense que j'avais déjà probablement des attitudes sans le savoir, qui étaient transmises par mes parents, mais qui devaient être aussi très perceptibles déjà à l'université. Donc, tu sais, on parle d'entrepreneurship, mais moi, c'est dans notre sang parce que c'est ça qu'on était. Mon père, à 8 ans, nous parlait de cash flow assis à la table, nous parlait de bâtir son usine, puis de contrat avec Hydro-Québec. C'était ça qu'on discutait, nous, à table. Puis, je me rappelle pas d'autre chose. J'ai pas eu connaissance d'autre chose. Mais fondamentalement, tu dirais qu'un entrepreneur, si on parle de toi, tu carbures au défi, tu carbures à changer le monde, comme tu disais tout à l'heure, tu carbures à être une référence. Qu'est-ce que tu dirais qui vient faire la différence pour l'entrepreneur que tu es? L'idéation. Je pense que le fait d'avoir une idée un matin d'un produit quelconque et de le voir après ça sur les tablettes de Jean Coutu, ça rentre pas encore. Je suis pas capable de le voir. Donc toute cette notion d'idéation, d'être capable de partir dans ma tête un matin puis de penser ben non, ça a pas d'allure, je dirais pas ça à personne, mais finalement j'en parle à ma marketing, à ma directrice marketing, à Lina, puis qui me regarde puis qui a tout compris, puis elle me fait l'image, puis elle me montre le pitch, puis elle me dit voici. Puis là après ça, qu'est-ce que je sais, ça déboule au département de recherche et développement, la formule est faite, puis là mon opération, il embarque là-dedans, puis il m'amène un échantillon sur mon bureau, puis après ça ma fille au ventre le listé chez Jacques Coutu, 8 mois après c'est rendu ses tablettes. Moi ça là, Normand, il y a rien à faire, ça me fait capoter. Fait que oui, c'est à ça que je carbure. Ça a été ton plus grand défi dans tout ça, ça a été quoi ça selon toi là? Ah, ça l'est toujours, c'est le cash. Oui. C'est ça le plus grand défi, il n'y a rien d'autre de difficile dans l'entreprise, rien. Je vais prendre les mises en demeure, je vais prendre les enjeux qu'on a de pénurie de main-d'œuvre, de hausse des coûts, les coûts de transport qui viennent de l'Europe. Là, on a passé des mauvais quarts d'heure là, de 4 000 à 22 000 piastres. Présentement, la turbulence géopolitique m'inquiète, la turbulence économique, que ce soit celle du Japon ou de l'Europe ou des États-Unis, les vagues de récession. Je veux dire, il y a plein d'enjeux qui pourraient nous inquiéter, là. Mais je pense que ça, on fait avec l'économie qu'on a. Mais le cash pour grandir dans une période de croissance, c'est pas facile. Écoute, c'est vraiment incroyable parce que tes parents t'en parlaient déjà à la table quand t'étais toute petite. C'est ça. Ils me préparaient. À ce que j'en parle toute ma vie avec mes enfants aussi. C'est la même affaire. Est-ce que vous avez justement des partenaires financiers qui vous aident actuellement, d'autres ressources financières telles que des subventions potentiellement, les fonds verts de ce monde? Absolument. Qu'est-ce qui a été des aidants, des accélérateurs de cette problématique-là du
du cash est toujours le cash? Oui, écoutez, je pense que tous les entrepreneurs du Québec, j'espère qu'ils le savent, mais on est dans une superbe province pour l'entrepreneurship. Je pense à la BDC, je pense à EDC, je pense, bon ça c'est canadien plutôt là, mais on a pour moi sur l'île de Montréal, PME Montréal, on a des regroupements ou des organismes qui vraiment promouvoient l'entrepreneurship avec des subventions, mais aussi avec des prêts. Et qu'on peut justement vraiment nous aider à partir une entreprise. Donc, et puis pour toutes celles qui nous écoutent, en tant que femmes, on est choyées les femmes aussi. On commence à avoir des beaux supports financiers pour des fonds dédiés à des femmes entrepreneurs. Et il faut le prendre, il faut continuer à en parler parce que justement, on n'a pas encore la même représentation au niveau du financement que les hommes. On est sous-financé encore, donc il faut pas arrêter, faut aller les chercher, ces fonds-là disponibles ici au Québec parce qu'il est vraiment bon d'être une femme entrepreneur au Québec. On a du chemin à faire, il faut pas arrêter de se battre, mais j'échangerai pas ma place avec personne d'autre ici au Québec. Wow, très puissant comme message. J'espère que ça sera entendu. Annie, le temps passe vite en bonne compagnie. On achève tranquillement l'entrevue. Je peux pas croire que ça fait 1 heure, mais en tout cas. Ça l'approche l'heure. OK. Étant donné que le cash est la seule chose que tu es capable de nous dire qui est un défi? frein, là, okay? Un défi. On te l'avait pas dit, mais on a un camion de la Brinks stationné juste en avant de chez vous à Châteauguay. Il y a 50 millions là-dedans. Bravo. Tout prêt à être déployé dans l'entreprise. Qu'est-ce que tu fais avec? My goodness. Qu'est-ce que je fais avec? Je continue parce que j'ai un peu mis le pied sur le break du déploiement aux États-Unis parce que je veux dire, j'ai pas le support financier pour avoir ça, mais je pense que on déploie davantage. On augmente l'innovation pour arriver un petit peu plus vite. On investit autant dans ce que j'appelle le product safety. Donc, s'assurer d'investir davantage là-dedans, dans l'innovation, product safety, dans le déploiement américain au niveau des ventes, des retailers. Et après ça, c'est sûr que j'ai une belle campagne marketing parce que les filles au marketing le méritent. J'ai peut-être quelques petites embauches que j'aimerais faire présentement. J'ai une technicienne comptable. Je pense que j'aimerais avoir peut-être un CFO, quelqu'un qui pourrait m'amener à un prochain niveau. J'ai plein. Ouais, je serais capable premièrement, je suis pas capable de dépenser cet argent-là, mais je serais capable définitivement d'avoir un petit plan pour au moins, je pourrais te dépenser 2 millions demain matin pour m'amener au prochain, puis on va faire 25 millions avec ça. All right. Demain matin. C'est bon. Fait qu'il va nous rester 48 millions Absolument. pour le prochain invité. On va le placer, exactement. On va le placer ailleurs. Annie, merci infiniment de tous tes partages aujourd'hui. Moi, j'ai été vraiment touché. J'ai été notamment très inspiré par... moi non plus, d'ailleurs, Normand, j'avais jamais entendu avant aujourd'hui le B Corp, cette collectivité-là. Je trouvais ça fascinant que tu nous parles de ça. Je trouvais fascinant tout le monde dans lequel... à quel point vraiment du nom de ton entreprise duquel finalement découle toutes tes décisions. Tu peux pas te cacher, là. Tu peux jamais te cacher en arrière de ton vrai grand plan qui est l'amélioration environnementale puis de faire un impact. Bravo pour ça aussi. Moi, ça m'a vraiment frappé. Toute l'histoire familiale également. Tes parents, les grands-parents, les enfants. C'était vraiment génial de te poser la question sur tes enfants qui sont déjà en business. Bref, plein de choses qui sont des choses que je vais retenir de l'entretien d'aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup de tous ces partages-là, tous plus inspirants les uns que les autres. Mais merci à toi, Tristan, de mettre la lumière aussi sur des entreprises détenues par des femmes. Ça me touche beaucoup. Puis je pense que de votre façon de faire et de le faire comme ça va clairement influencer ou j'espère inspirer une autre femme à se lancer en affaires. Écoute, je crois qu'on a eu plus de femmes que d'hommes sur nos invités. On n'a pas fait le décompte, mais ça me donne envie de le faire. Mais merci. Vraiment, merci on a d'avance. très belles femmes d'affaires qui sont venues nous rencontrer. Merci. Normand, le mot de la fin?
Ben écoute, le mot de la fin, moi, c'est ton énergie, ta passion qui sont clairement alimentées par une vision qui est très, très, très claire de ce que vous voulez accomplir. Et ça, c'est un dénominateur commun qu'on rencontre chez plusieurs des entrepreneurs qu'on a interviewés. Donc, d'avoir un réseau, d'avoir une vision qui est claire, de prendre les moyens pour l'accomplir, mais d'avoir cette énergie-là, cette passion-là, ça devient contagieux, là. Hein? Et puis, écoute, je te félicite vraiment d'avoir eu l'idée de cette inspiration-là que tu as eue à travers ton voyage, puis de la mettre, comme tu dis, sur les tablettes de Jean Coutu et ailleurs. C'est absolument puissant. On voit que l'être humain peut être un élément de changement extrêmement puissant. Du côté positif, parce que comme on le sait en ce moment, tu l'as dit un peu tout à l'heure, il y a tellement d'éléments négatifs qui viennent affecter notre planète. Mais de vous avoir dans notre cours, ça c'est encore mieux. Puis félicitations Annie, félicitations. Oh, merci à toi Normand. Merci de ta patience aussi. Avec grand plaisir, avec grand plaisir.